tous, bienvenue à la visioconférence Parents, comment puis-je aider mon jeune à faire ses choix? Avec nous aujourd'hui sur cette thématique, Isabelle Yotta, Véronique Vial et Céline Vaillant, que je vais laisser dans un premier temps se présenter rapidement. Céline, peut-être? Bonjour, je suis Céline Vaillant, je suis secrétaire générale départementale pour la FCPE, donc une fédération d'associations de parents d'élèves. Merci. Véronique, vous voulez bien? Oui, bonjour, Véronique Vial. Donc, je suis représentante pour l'Union académique, présidente de l'Union académique PEP, donc Fédération de parents d'élèves pour l'Académie de Nice, donc le Var et les Alpes-Maritimes. Et je préside aussi PEPSUP, donc une antenne de la PEP qui s'occupe plus particulièrement de l'enseignement supérieur et qui essaye d'accompagner les parents dans ce niveau d'études. Merci beaucoup. Isabelle? Alors, je suis enseignante à Mines ParisTech et plus particulièrement spécialisée dans les enseignements connaissance de soi et choix de vie, à la recherche de méthodes, de la conception de méthodes qui vont permettre et favoriser de faire les meilleurs choix, enfin d'optimiser son cheminement dans ses choix de vie. Merci beaucoup pour ce petit tour de table. Alors, pour commencer, j'aurais aimé que vous me parliez un peu, en particulier les représentantes de parents d'élèves qui sont avec nous aujourd'hui, des difficultés que rencontrent vraiment les parents dans l'accompagnement de leurs enfants, dans leur choix d'orientation. Véronique ou Céline? Vas-y, Véronique. Les difficultés que rencontrent les parents, c'est déjà d'arriver à dialoguer avec son enfant sur le sujet, ce n'est pas toujours évident. Et puis d'arriver, si on arrive à avoir ce discours avec son enfant, cet échange, d'arriver à faire émerger, on va dire, ce qui lui plaît vraiment, pour arriver à l'amener vers un choix d'orientation qui corresponde à ce qu'il a envie de faire. Et qui pourrait être porteur de réussite par la suite, c'est-à-dire l'amener à l'emploi, évidemment. Mais bon, c'est un challenge, un vrai challenge avec certains enfants qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vrai que dans ces cas-là, en tant que parent, on est un peu démunis, un peu perdus, on va dire, entre la difficulté d'échanger et la difficulté aussi de trouver le bon accompagnement pour arriver à atteindre, on va dire, un premier objectif, définir quelque chose dans Parcoursup. Céline, vous voulez compléter? Oui, alors pour compléter, peut-être déjà la première chose, c'est qu'on voit effectivement des situations extrêmement différentes d'une famille à l'autre, d'un jeune à l'autre. Il y a certains jeunes qui ont un projet depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui sont complètement dans le vague, etc. Après, une autre difficulté qu'on a quand même en tant que parents, c'est que finalement, nous, si on a fait des études supérieures, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles, bien entendu, elles datent d'il y a un bon moment. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé entre il y a 20 ans et actuellement. Donc, c'est vrai qu'on se sent un petit peu démunis pour guider, les jeunes dans les choix possibles. On est en plus là dans une période où il y a quand même beaucoup d'incertitudes avec, il y a eu Parcoursup qui commence à se mettre en place, mais c'est pas, on n'est pas encore très sûr de comment ça fonctionne, quoi. Il y a encore beaucoup de questions dessus. On est dans une année de réforme du bac, donc là aussi avec des changements, les spécialités, qu'est-ce qui va correspondre dans le supérieur, etc. Et ça, nous, on n'a pas du tout, personne n'a cette expérience-là, mais nous, en tant que parents, encore moins. Et puis en plus, on est dans cette période d'épidémie où ça rajoute encore un degré d'incertitude. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette problématique-là d'être face à un énorme champ d'incertitudes qui viennent à la fois de l'extérieur et puis à la fois de la situation du jeune. Donc voilà, il y a ce chapitre-là. Il y a le fait qu'effectivement, les jeunes sont des ados et ça a l'air d'être un pléonasme, mais il faut se rappeler aussi qu'en tant que parent, ce n'est pas la période la plus facile forcément
à gérer, quoi, parce que c'est un âge où justement ils ont aussi envie de s'émanciper de la relation parentale, de faire leur choix, d'être autonomes, etc. Et réussir à se positionner là-dedans, c'est aussi assez compliqué. Et puis la dernière chose, c'est peut-être aussi qu'on a l'impression que l'orientation, la bonne orientation, c'est un peu le Graal à trouver absolument, quoi. Il faut avoir, si à un moment en terminale, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on a l'impression quand même que ça va être générateur de beaucoup de difficultés par la suite. Et il y a une grosse pression à la fois sur les jeunes et sur les familles pour réussir à faire un bon choix, quoi. Et ça, c'est aussi une angoisse qui nous remonte beaucoup de la part des parents. J'entends tout à fait cette angoisse. Et face à cette angoisse, est-ce que vous utilisez ou vous avez utilisé des ressources que vous pourriez conseiller à d'autres parents? Peut-être Véronique qui nous parlait tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est vrai que quand je regarde Parcoursup aujourd'hui, avec le temps, évidemment, ça s'améliore. Je vois qu'on donne beaucoup d'informations quand même aux parents et aux enfants, enfin, quand les parents peuvent y avoir accès. Bon, il y a un accès libre sur le premier affichage de toutes les filières, avant d'être avec un code d'accès, celui de l'élève. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert peut-être un peu tardivement, et on en fait mention dans Parcoursup, mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas forcément ce que c'est une fiche RNCP, donc qui est la fiche qui recense effectivement le contenu d'une formation, et ces fiches tendent à s'améliorer elles aussi, avec certaines réformes qui sont en vigueur depuis quelques temps, à savoir de développer de plus en plus l'aspect je choisis un cursus universitaire derrière pour quelle activité et pour quel emploi. Et quelles sont les compétences que je peux avoir au sortir de cette formation qui vont faire que peut-être si je me suis trompée à un moment parce que finalement j'ai changé d'avis au cours de la formation, mais je suis quand même arrivée au bout de ma licence, j'ai besoin de rebondir. Quelles sont les compétences que je vais pouvoir transférer sur une autre formation pour compléter mon cursus et rebondir sur quelque chose que j'ai découvert par la suite, parce que effectivement, ce que disait Céline tout à l'heure, la complexité d'amener à l'orientation un enfant à 17 ou 18 ans, c'est pas facile, et il a le droit à l'erreur. Je dirais qu'on fait un choix, pas forcément le bon, et qu'il faut savoir à un moment comment on peut rebondir. Et ces fiches qui sont recensées sur le site de France Compétences, elles sont peut-être un peu des fois difficiles à lire, mais je trouve que quand même l'interface est bien faite, qu'on navigue facilement, et que ça peut donner effectivement une vraie représentation de métier, parce que je crois qu'à un moment, c'est surtout ça dont il faut parler. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma future vie professionnelle si j'arrive à me projeter un peu. Et s'il n'y arrive pas, bah, la lecture de métier peut aussi donner des idées auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Alors, c'est vrai que c'est un gros travail qu'on demande aussi aux élèves l'année où il y a un examen. Mais si on veut essayer d'avancer sur quelque chose de cohérent, je crois que ces fiches sont un outil assez utile. Merci beaucoup. Euh, Céline, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que finalement, en termes de ressources, c'est vrai qu'il y a énormément de ressources qui sont disponibles. Et là, dans cette journée comme dans d'autres, il y a beaucoup de possibilités pour avoir un accompagnement dessus. Moi, ce qui me semble important de se rappeler ce qui m'a semblé le plus important, en fait, ce que j'ai trouvé le plus important dans ces ressources, c'est de constater qu'il y a quand même des choses qui ont changé par rapport à la réorientation, où on est quand même rentré dans une période où il semble que le fait de commencer un parcours universitaire, par exemple, et d'en changer en cours de route, ça a une certaine normalité. Avoir une réorientation en cours de parcours, c'est plus une anomalie, c'est pas nécessairement un échec, ça fait partie du parcours finalement, c'est quelque chose qui y est intégré. Et ça, c'est quelque chose qui était beaucoup moins clair quand nous, on a fait des études. Comme maintenant, il existe quelque chose qui s'appelle une année de césure. De mon temps, quand on arrêtait l'université ou ses études pendant
pendant un an, c'était un peu « ah, t'as laissé tomber, il se passe quelque chose de grave, etc. » Maintenant, on considère que c'est quelque chose qui peut faire partie du parcours. Donc, je pense que par rapport à ça, c'est pas une ressource en particulier, mais voir l'ampleur des ressources, finalement, ça permet un peu de dédramatiser cette question de l'orientation et de se dire que maintenant, on a le droit de se tromper et de pas être du premier coup dans le parcours qu'il nous faut et on a le temps d'ajuster finalement ces choix et que peut-être qu'en tant que parent, c'est justement essentiel d'arriver à prendre un peu de recul et de ne pas rajouter trop de pression sur une réussite dès le début du parcours, quoi. Donc du coup, voir l'ampleur des ressources qui sont disponibles en termes de réorientation, mais aussi en termes de changement de parcours pour faire de l'apprentissage dans le supérieur, etc. Finalement, c'est assez rassurant en tant que parent, je trouve. Je trouve aussi, et c'est vrai que ce qu'on appelle encore parcours atypiques deviennent de plus en plus typiques même, je dirais, parce qu'ils rentrent de plus en plus dans la norme. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est de plus en plus accepté. Je vais maintenant laisser la parole à Isabelle qui nous a préparé une petite présentation qui, je pense, nous apportera des éléments de réponse sur la manière de mieux accompagner les jeunes au moment de leur orientation. Très bien, je vous remercie déjà dans un premier temps de m'avoir associée à ce sujet passionnant. Parents, comment puis-je aider mon jeune à faire ses choix d'orientation? Et comme vous l'avez souligné, ce choix d'orientation amène à un questionnement qui est source de stress, d'angoisse pour les parents et leurs enfants. Et c'est un choix, comme l'a dit fort justement Céline, qui a lieu à un moment crucial dans le développement des adolescents, qui sont des adultes en devenir. Et à ce sujet, dans la bibliographie, vous verrez qu'il y a un excellent ouvrage sur le cerveau des adolescents qui a été traduit des États-Unis, qui vient d'être publié et que je recommande effectivement pour prendre conscience de tous les conflits intérieurs qui agitent et animent nos jeunes. Alors, ce questionnement, jusqu'à maintenant, il était quand même essentiellement porté par les mamans. Aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les papas s'associent à cette réflexion aux côtés des mamans et c'est précieux et c'est utile parce que tout d'abord, ça va réduire la charge mentale de la maman déjà sur ce sujet-là et ensuite, ça va ouvrir d'autres possibles qu'on n'avait pas envisagés avec le filtre du papa. Excusez-moi. Alors, il n'est pas évident de savoir ce que l'on veut, c'est un exploit psychologique rare et difficile. C'est en 1956 qu'Abraham Maslow, dans Devenir soi-même, déjà indiquait cela. Et aujourd'hui, le contexte rend encore plus difficile ces choix, et d'autant plus que ces choix arrivent de plus en plus tôt. Et nous sommes tels, les enfants sont tels Gulliver ligotés par les 1000 liens des désirs des parents. Ça, c'est Michel Lacroix qui l'a écrit dans la philosophie de la réalisation personnelle. Et c'est bien normal qu'à la sortie de l'adolescence et à l'entrée du monde adulte, les jeunes sont conditionnés parce que les parents espèrent pour eux, de manière consciente et inconsciente, et parce que les parents attendent d'eux par les projets qu'ils ont formés pour eux. Et comme le soulignait Céline, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas une seule voie. Il va y avoir des parcours avec des étapes différentes. Et pour un exemple très concret d'un jeune, Adrien, qui voulait faire le métier de sa maman, médecin, qui a fait 3 premières années de médecine sans succès, et qui finalement a eu une équivalence pour rejoindre la faculté de droit et aujourd'hui est un grand avocat à l'international et a trouvé sa voie dans la plaidoirie. Alors, le contexte est d'autant plus difficile que derrière les métiers, il se cache énormément de choses. Et nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, Harvard Business Review vient de sortir une publication sur la compétence à s'orienter. Donc, on nous demande de former des jeunes de plus en plus généralistes qui vont pouvoir évoluer dans différents métiers et des métiers les plus variés possibles. Donc, on demande aux jeunes non seulement d'être acteurs de ses choix, mais également acteurs de son évolution et acteurs dans la conception de sa trajectoire professionnelle. Donc, c'est vraiment très complexe, mais passionnant à la fois, parce qu'il y a énormément de possibilités. Les startups, aujourd'hui, on le vend en poupe, et il y a quelques années, c'était encore le lot de quelques étudiants. Et donc, tout ça, c'est plus leur donner des compétences pour arriver à évoluer, les armer, pour arriver à évoluer dans ce monde qui est de plus en plus complexe. Alors, je renforce pour dire que c'est un processus long et imprévisible.
Et la spécialiste de la psychologie du succès, Angela Duckworth, a écrit que ce qui compte, ça va être de garder la motivation, le courage, l'énergie, le cran. Et donc, il y a une jeune qui était en terminale que j'avais rencontrée et qui se posait il y a quelques années des tas de questions sur son orientation, qui finalement a choisi de faire du droit et qui me disait, Isabelle, ce qui a fait la différence, c'est pas dans l'amphi de première année de droit, on était nombreux, il y en a peu qui sont passés en deuxième et troisième année, mais ce qui a fait la différence, c'est pas tellement nos compétences intellectuelles, etc., c'est la motivation et la capacité à s'adapter au contexte qu'on a rencontré. Et elle avait défini qu'elle voulait être notaire, et donc c'était sa motivation. Elle est aujourd'hui notaire d'ailleurs, depuis peu de temps. Et donc, voilà, elle avait trouvé quand même un environnement de travail qui lui convenait, sur lequel elle était prête à s'adapter, à faire des concessions. Elle savait également ce qui allait lui demander de l'énergie en termes d'investissement scolaire et les endroits où elle était beaucoup plus talentueuse et où ça lui demandait moins d'énergie. Et elle a bien géré ça de manière très structurée pour arriver à son objectif d'être notaire de famille. Alors, comme vous le soulignez, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution. Chaque contexte est unique, chaque enfant est unique et chaque contexte parental est unique. Et ça va plus loin. Il y a une histoire de famille, du transgénérationnel, etc. Donc, c'est vraiment des sujets très complexes. Donc, je suis désolée, je ne vais pas vous donner de recettes miraculeuses. Cependant, je crois, au contact des parents, que ce qui est important, c'est peut-être des pratiques, de partager des pratiques qui vont permettre de créer des conditions, de l'espace pour que nos jeunes puissent s'exprimer. Alors, je ne dis pas jusqu'à connaissance de soi, parce que c'est très ambitieux et on a toute la vie pour se connaître, c'est ce qui en fait le charme, mais plutôt favoriser des pratiques qui vont donc faire émerger l'expression de soi de chacun des jeunes dans leur contexte, pour éviter de subir un choix de la machine Parcoursup qui a un mérite quand même, enfin de nombreux mérites, pardon, mais un en particulier que m'ont fait observer certains parents. Parcoursup quand même a le mérite, la base de données, d'ouvrir sur des formations qu'on n'avait pas imaginées, de rendre visibles des formations qu'on n'avait pas imaginées et qui interpellent. Donc voilà, ça peut être intéressant quand même. Et donc, je vous propose de partager certaines pratiques qui vont favoriser cette expression chez les jeunes. Alors, ces pratiques, bien évidemment, je travaille sur des méthodes qui favorisent la connaissance de soi et les choix de vie auprès de l'enseignement supérieur. Et on a regardé avec des établissements scolaires et avec des parents et des jeunes comment les transposer, si elles étaient transposables, pour justement répondre à cette problématique au niveau des choix des spécificités et au niveau du parcours scolaire. Donc, de même que les parents apprennent à marcher à leurs enfants, ils vont leur apprendre à cheminer. Et ce cheminement, bien évidemment, n'est pas unique et donc il y a des embûches, etc. On tombe, on rechute, on se redresse. Donc voilà, c'est effectivement accepter que ça ne soit pas fluide. Et c'est vrai que, comme tout parent, on a envie de se dire, ça y est, le choix est fait, allez, terminé, je ferme la porte et il est parti là-dessus. Bien évidemment, mais ce n'est pas si simple que ça. Donc, comment puis-je aider mon jeune à faire ses choix d'orientation, c'est-à-dire comment lui offrir un cadre, des balises et des repères pour le faire sortir de la feuille blanche? Comment lui permettre de faire un tri, mettre de l'ordre et hiérarchiser ce qui est important et essentiel pour lui? Et comment lui apporter une vision à la fois élargie et ciblée? Certes, Parcoursup nous donne des clés sur tout ce qu'il est possible de faire, donc une visibilité, et à nous de voir comment transformer ça en lisibilité, c'est-à-dire des informations qui vont apporter de la valeur ajoutée dans les choix de nos jeunes. Alors, les choix d'orientation, très souvent, sont conditionnés, les choix de job en particulier, par des critères qui sont conditions matérielles, immatérielles, les valeurs que j'ai envie de trouver, quelle partie j'ai envie de réaliser de moi-même, et qu'est-ce qui va me rendre fière, prestige. Qu'est-ce que je vais porter avec fierté? Alors, cette grille, bien évidemment, on peut la soumettre à des élèves en terminale avec un commentaire et en étant guidé. Alors, de préférence, là, pour une grille comme ça, je recommanderais quand même d'être guidé par les centres d'orientation dans lesquels travaille Céline, par exemple, qui va donc les expliciter. Oui, tout à fait. Des services d'orientation existent pour accompagner.
le service d'orientation, comme Céline, hein, que je connais bien et qui connaît bien tous ces aspects-là, qui est psychologue de surcroît. Et donc, de balayer avec eux les conditions matérielles, immatérielles, valeur, réalisation de soi et prestige, déjà, ça peut être une première étape. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde parce que ça suppose déjà d'avoir un cheminement préalable. Mais par exemple, ça a été le cas pour un étudiant qui avait déjà bien cheminé grâce à ses parents sur, regarde, comme l'a indiqué Véronique, regarde les compétences, regarde les fiches métiers, regarde ci. Et donc, qui savait quel environnement scolaire était qui avait un bac scientifique avec mention très bien, etc. Quel environnement scolaire serait le plus favorable, c'est-à-dire qu'elle avait envie d'être autonome, plutôt dans l'université que dans un encadrement trop scolaire, par exemple les classes prépa ou autres. Et ce qui lui a fait tilt, c'est prestige et fierté. Elle a dit non, ça y est, là je sais, moi je serai fière, la chose que je porterai, c'est de faire ça, ça et ça. Voilà. Donc voilà, c'est une grille qu'on garde en trame de fond, qui conditionne les choix d'orientation. Alors, pour aller plus loin, avant d'arriver à cette grille, Céline, tu reconnais la première étape de la méthode de co-orientation. Donc, je l'ai expérimenté avec des parents et des enfants. Donc, et on l'a expérimenté aussi dans des lycées avec des professeurs. Donc, c'est la première étape de la méthode que je propose aux jeunes en enseignement supérieur, mais qui est transposable en famille, au lycée, ou avec Céline comme animatrice, c'est-à-dire dans le centre d'orientation, puisque Céline s'est formée à la méthode. Hein. Tout à fait. Donc, c'est de partir de la feuille blanche. Donc, on l'a fait récemment avec des collègues, hein, à côté des parents d'enfants qui sont en plein choix. Et donc, on est parti de la feuille blanche et on fait dessiner à chacun des participants, alors 3-4 participants, 2 parents, 2 enfants. Idéalement, je vous conseille de mixer les parents et de mixer les enfants, parce que ça va libérer la parole plus facilement. C'est-à-dire que Céline ira, par exemple, avec les enfants de Véronique, hein, par exemple, et Véronique ira avec les enfants de Céline, etc., pour que ça crée, être en confiance, bien évidemment. Et donc, on fait dessiner, il y a des consignes spécifiques qui ont été étudiées pour qu'elles soient porteuses de bienveillance, d'écoute, de sérénité et de favoriser l'expression de chacun. Donc, il y a tout un contexte à créer de confiance en soi. Et on demande à chaque participant de dessiner ses rêves, tout azimut. Donc, le dessin, c'est très fort, hein, parce que c'est une partie de l'inconscient hein, qui va commencer à agir. Ils dessinent dans un temps donné leurs rêves et ensuite, avec les techniques d'animation ad hoc, on va leur demander de raconter leurs rêves sans être interrompus. Parce que souvent, les parents, quand on les aborde, c'est « oui, mais ». Et là, on crée des espaces d'expression où le jeune et les parents qui doivent jouer le jeu, c'est ça qui a été le plus rigolo, parce que les parents se sont prêtés au jeu et ont découvert des choses, donc ils vont favoriser cette expression de qu'est-ce que j'ai dans la tête et de le faire en confiance. Et on a des grosses surprises. Les parents ont découvert des choses sur leurs enfants, des ambitions qui n'étaient pas exprimées jusqu'à maintenant, où une jeune fille a dit moi, mon ambition, c'est de participer à telle compétition de haut niveau avant et de réussir mes études. Mais cependant, aujourd'hui, ce que je vise, c'est ça. Qu'est-ce qui va me permettre d'arriver à ça ? Ou le cas que je prenais pour Arnaud, que vous citez dans notre préparation. Arnaud, lui, par exemple, a dessiné la raison, le choix de la raison. Donc, dans ses rêves, etc., il avait un métier, une famille, etc. Effectivement, comme dans le projet de tout parent, hein, bien évidemment et naturellement. Et cependant, il avait dessiné tout ce qui avait trait à la musique. Alors, il a eu ce parcours très classique. Hein, il est rentré aux mines, par exemple. Il a eu ce parcours très classique. Mais très vite, à la sortie de l'école, il ne s'est pas senti bien, petit burn-out, puisqu'il était dans des environnements où ça lui sollicitait trop d'énergie, donc il n'était pas bien. Et là, il est revenu vers moi avec son dessin et il m'a dit, écoute, la musique, je crois que je vais lui donner de la place. Et donc, il a postulé dans une école de musique très prestigieuse. Et aujourd'hui, il a conjugué à la fois l'intelligence artificielle et la musique, ces 2 domaines de compétences. Donc, tout ça pour dire que même si aujourd'hui, je ne donne pas naissance à tous mes rêves, je les inscris sur ce document, etc. Et je pourrais leur redonner vie. Une autre avait inscrit la diététique au cœur de ses préoccupations. Et bien aujourd'hui, après l'école des mines, elle est devenue diététicienne. Une autre est partie dans une école de théâtre, un autre a fait le cours Florent, enfin, une autre est à l'académie équestre. Donc, il faut savoir que c'est un socle de compétences, toutes ces formations, qui vont donner vie à plein de choses. Le tout, c'est de trouver des environnements, des cursus dans lesquels on va être relativement à l'aise, ça ne demande pas trop d'efforts, trop de difficultés, et c'est ça qu'il faut arriver à évaluer. Mais le point de départ, c'est quand même de partir de ses rêves et de ses idéaux, et c'est ce qu'on propose dans cette séquence qui est décrite dans un ouvrage.
et qui peut être animé en famille sous forme de jeu, interfamille idéalement, dans les CIO, et on l'a fait dans les lycées avec des professeurs volontaires. Et je salue d'ailleurs les professeurs de sport qui sont très moteurs sur tous ces accompagnements. Alors, ça ne s'arrête pas là. Bien évidemment, donc, ça permet de reconstituer notre puzzle intérieur. Et évidemment, après, on amène progressivement ces jeunes, ce qui va favoriser également l'émergence de vocations, c'est d'aller vers des rencontres. Récemment, nous avons reçu un groupe de jeunes de seconde d'un lycée proche de nous sur un atelier et pourquoi pas ingénieur et ingénieureux. Donc, il y a beaucoup de jeunes filles d'une classe de seconde. Donc, je leur ai demandé dans un premier temps sur cet atelier de définir ce qu'était pour eux un ingénieur, qui connaissait un ingénieur, donc il y avait des parents ingénieurs, etc. On a fait le tour des ateliers, ils ont rencontré des tas d'ingénieurs dans l'école, voilà. Et à l'issue de cet atelier, dans ces rencontres, je leur ai dit « Qu'est-ce que vous avez appris ?» Eh bien, qu'ingénieur, ça mène à beaucoup de choses, qu'il y a plein de formes d'ingénieurs, et que si ces études nous intéressent, eh bien, voilà les qualités qu'il faut avoir, etc. Et tout. Donc, les rencontres. Et les rencontres, pas la peine d'aller les chercher très loin. Donc, dans ce fameux atelier conduit, un des fameux ateliers conduits avec les parents, l'un d'entre eux voulait faire, l'un des enfants voulait s'orienter plus vers une école d'ingénieur, avec une filière sportive. Un autre voulait s'orienter vers une filière littéraire. Il a suffi d'un ou deux contacts pour trouver des jeunes qui avaient fait ça récemment. Et d'autres jeunes encore qui avaient fait ça un peu plus loin, mais qu'on pouvait tout de suite mettre en relation pour voir un petit peu si ça correspondait vraiment, si ça parlait aux jeunes, et si on retrouvait nos critères futurs, conditions matérielles, immatérielles, etc., dans lesquels ils se projettent. Voilà. Et tout ça avec bienveillance, bien évidemment. Donc, pour créer ces conditions, c'est un peu sous forme ludique, pour créer ces conditions d'expression. Alors, il existe d'autres choses, c'est également des jeux de cartes, d'ailleurs, qui existent sur les métiers et qui sont très bien faits et sur lesquels donc, on joue sur les métiers et qui sont un prétexte à faire parler sur nos représentations des différents métiers. Et c'est toujours intéressant de voir quelle représentation on en a, pourquoi on parle de ce métier, pourquoi on exclut celui-ci, et est-ce que c'est fondé, pas fondé, et sur d'autres métiers, et d'échanger autour de ça en famille ou des jeunes. On joue, nous, avec les jeunes, hein, avec ces jeux de cartes, et on leur fait faire donc des animations autour de ces représentations, et ça ouvre des possibles qu'on n'avait pas imaginés, et cela d'autant plus. Et ça conduit toujours à des rencontres derrière, des rencontres dans les cursus, et c'est la même chose pour les cursus. Ben, tiens, pour être architecte, il faut faire ce cursus. Je vais aller rencontrer quelqu'un qui est en ce moment dans ce cursus, etc., pour voir si vraiment j'ai les qualités, les compétences, et si cet univers demande de l'autonomie, est-ce que ça me correspond bien, etc. Et là, les parents accompagnent bien évidemment tout ce cheminement. Ce n'est pas simple, mais si on peut le faire sous forme ludique, c'est un apprentissage qui sera durable, un petit peu comme apprendre à marcher, on l'a vu, c'est apprendre à cheminer. Les listes. Alors, j'aime beaucoup les listes qu'on retrouve dans la méthode de co-orientation. J'aime, j'aime pas. Ça paraît ludique, mais déjà faire écrire ce qu'on aime faire. J'aime rire, j'aime parler, j'aime rencontrer. Voilà, j'aime étudier et d'approfondir un petit peu tout ça ensemble. Également, alors ça c'est un peu travailler aussi sur les atouts et les forces. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Actuellement, je suis bon en maths, mais pourquoi? Qu'est-ce qui me plaît particulièrement? Est-ce que c'est d'imaginer la solution? Est-ce que c'est le raisonnement? Est-ce que c'est relever les challenges, d'obtenir des bonnes notes, etc. etc. Et c'est tout ça sur lequel on va faire travailler les jeunes. Je suis sûre que Céline a d'autres jeux à nous proposer. Oui, certainement. et si c'est possible, de leur faire écrire dans un petit journal, alors à la main ou sur leur ordinateur, ces réalisations. Parce qu'on déclenche, on met en mouvement chez le jeune cette réflexion pour qu'il arrive à « je gère ». On lui donne les outils pour gérer. Et donc, le journal des réalisations, écoutez, j'ai eu une activité extrascolaire, j'ai organisé une fête avec des amis. Mais tiens, qu'est-ce qui t'a plu dans cette fête? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Est-ce que c'était d'organiser? Est-ce que c'était de réunir? Est-ce que c'était de faire du bien, etc. Et tout ça, derrière, il y a le fil rouge d'Ariane qui est en train de se dénouer. Dans ce journal des réalisations, dès le stage d'observation, eh bien, on y va. Ce petit stage, tu as fait ton stage chez un vétérinaire. Alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Finalement, je me suis aperçue qu'il ne voyait que des chiens et des chats. Moi, je m'imaginais dans la nature, etc. Ce n'est pas tout à fait ça qui va me motiver. Voilà, et d'essayer de provoquer des échanges autour de tout ça et de les consigner, de les relire ensemble. Parce que 2-3 ans après, c'est toujours intéressant de se dire, tiens, regarde ce que tu avais écrit, où tu en es aujourd'hui. Et donc, on les accompagne dans leur réflexion et dans ce cheminement. Alors, bien évidemment, ça ne fonctionne pas tout le temps.
Faire appel à l'extérieur, c'est toujours intéressant parce que c'est beaucoup plus neutre et ils vont se livrer avec beaucoup plus de facilité. Donc, je recommande effectivement d'aller voir ces centres d'orientation où on a des personnes vraiment bien formées et qui sont à l'écoute et toujours bienveillantes et qui, dans la majorité des cas, ne vont pas essayer d'imposer des solutions puisque on ne sait pas ce qui est bien ou pas bien pour l'autre. Déjà, pour soi, c'est compliqué à définir et encore moins pour l'autre. Mais créer cette bulle de bienveillance dans lesquelles ils vont pouvoir s'exprimer et apprendre à mieux identifier ce qui les anime, c'est ça l'enjeu et ce n'est pas simple. Hein. Voilà, sinon, on peut aussi s'appuyer lors des jeux, on est confiné actuellement plus ou moins, des jeux de fin d'année sur le questionnaire de Marcel Proust qu'on peut remanier, mais qui est toujours intéressant et l'approfondir sur mes poètes, mes auteurs préférés, l'oiseau que je préfère, la fleur. Derrière tout ça, il y a toujours quelque chose à en retirer. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence, la devise du moment. Quelle est ma devise du moment? Voilà. Donc, des petits, voilà, ce qui me paraît important pour créer ce contexte effectivement de bienveillance, c'est le faire sous forme de jeu, en étant guidé ou le faire en famille également. Et on associe tout le monde, les frères, les sœurs, les tantes, les oncles. On reconstitue cette tribu qui existait auparavant à proximité et qu'on peut recréer aujourd'hui, même par Zoom. Hein. Voilà, donc quelque chose qui marche bien, c'est les héros. Hein, donc les faire travailler sur mais pourquoi ce héros t'inspire, quel modèle il est pour toi, etc. En plus, on en apprend beaucoup parce que les héros ont beaucoup évolué. Donc c'est toujours voilà, d'autres jeux ou ce jeu sur lequel on se colle un métier, de faire parler les gens et on le fait deviner. Et c'est surtout l'enjeu donc de créer ce contexte et de poser les bonnes questions. Il n'y a pas de oui mais, c'est en quoi ça t'intéresse, pourquoi ça t'intéresse, tu peux m'en dire plus. Et c'est ça qui va créer la confiance et le lâcher-prise. Certains parents me disent « Oh, je suis désespérée. Moi, je le vois bien en médecine, mais il ne veut pas aller en médecine, etc. » Donc, je leur conseille aussi de jouer le paradoxe. Tu ne veux pas aller en médecine, mais tu as raison. Ne va pas en médecine, ce n'est pas fait pour toi. Et vous allez voir que la réaction est parfois surprenante. Alors, les tests. Question des tests. Il existe énormément de tests. Bon, personnellement, je suis spécialisée dans tout ce qui est MBTI, le Myers-Briggs. Mais qu'importe le test, s'il est bien orchestré, c'est surtout un support d'aide à l'expression aussi, une grille de lecture. Ce n'est pas « je te mets dans une case et point barre ». Non, surtout pas. C'est qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que tu peux donner des exemples à ce sujet? Comment ça se concrétise chez toi? Quelles conséquences ça a pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu vas plutôt sur cette orientation, etc. Et c'est toujours pareil, voilà. C'est comme le soulignait Véronique, comment favoriser cette expression? Quels supports utiliser? Les supports ludiques, les supports de test. Tout est prétexte à favoriser ce questionnement positif et bienveillant. Alors récemment, je réécoutais une conférence sur Internet donnée par quelqu'un, enfin mon modèle, le professeur du bonheur à Harvard, qui a eu le plus de succès au niveau auditoire en psychologie positive et qui a été nommé par ses élèves le professeur du bonheur à Harvard. J'ai osé demander aux mines si on pouvait créer ça, mais ce n'est pas encore bien passé, mais bon. Tal Ben-Shahar, qui a écrit « Choisir sa vie »,« La pratique de l'imperfection aussi », etc. Et alors en anglais, c'était beaucoup plus percutant que mes traductions peut-être maladroites, mais il disait 3 conseils qu'il donnait aux parents. C'est laisser vos enfants expérimenter leurs envies. Voilà. Il a envie, voilà, accepter qu'ils ne soient pas parfaits, et nous non plus, et qu'ils expérimentent au maximum leurs envies. Ils ont envie de faire ça, ben on va aller voir quand même si il veut être plombier, ben ça ne nous convient pas tout à fait. On va aller voir ce qu'est un plombier, on va voir l'environnement, et surtout essayer d'identifier pourquoi ça fait déclic chez lui, parce que ça va nous donner des clés pour éventuellement lui proposer un autre cursus, qui sait. L'acceptation, mais ça, j'en suis confiante, et l'amour inconditionnel. Et l'apprentissage par l'exemple, parce que contrairement à ce qu'on pense, le verbal, c'est bien, mais le non-verbal et le modèle qu'on leur donne, c'est quand même souvent ce qui est déterminant. Alors enfin, un petit peu de bibliographie, Le cerveau des adolescents, dont une traduction vient de paraître, et qui montre bien ce cerveau en ébullition et les conflits intérieurs des jeunes et des adolescents, donc c'est compliqué pour eux. Un autre ouvrage que je vous recommande, c'est Quand la vie, paroles de jeunes avec l'éclairage de la psychologue jungienne Sophie Braun.
J'aime bien, c'est quand la vie. Donc, les méthodes que je viens vous décrire sont dans l'ouvrage que j'ai coécrit avec ma collègue Dominique Guiraud-Deville, Coacher avec la co-orientation. Alors là, c'était des méthodes, le livre décrit les méthodes pour l'enseignement supérieur, mais on s'aperçoit qu'elles sont transposables étape par étape pour nos jeunes. Et enfin, un autre ouvrage, L'apprentissage du bonheur de Tahan Benjar. Voilà. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous proposer pour alimenter, nourrir la réflexion de cette table ronde. Ben, merci beaucoup Isabelle pour ces échanges de pratiques, ces exemples qui enrichissent vraiment et qui j'espère donneront des pistes aux parents pour intervenir et accompagner au mieux leurs enfants. On arrive au bout du temps imparti, donc je vais devoir mettre fin rapidement. En tout cas, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Il ressort quand même que les choix d'orientation sont peut-être pas si irréversibles que ça et il n'y a pas un seul bon choix, mais des choix possibles et divers parcours possibles. Pour conclure, quand même, juste votre avis sur, à l'éclairage de tous ces échanges, qu'est-ce que vous privilégieriez aujourd'hui? Le choix du cœur, le choix de la raison? En tant que parent, peut-être, qu'est-ce que vous concluez de tout ça? Moi, je dirais que le choix du cœur, avant toute chose, parce que si on veut réussir, il faut qu'on soit motivé, on l'a bien compris. Mener des études supérieures, c'est pas facile. Et je crois qu'on ne fait bien que ce qu'on aime faire. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est d'être en harmonie avec soi dans ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas évident pour des jeunes, donc ça va effectivement laisser la possibilité qu'il y ait un changement de parcours. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment, on a cette chance de pouvoir assouplir les orientations, de pouvoir utiliser des passerelles pour se réorienter à un moment, parce qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on a choisi, on ne l'aime pas. Donc, c'est surtout le on n'aime pas qui est important. Moi, je vais répondre un petit peu à côté de la question, mais au vu de tout ça, je dirais qu'une chose qui pourrait être essentielle en tant que parent pour accompagner son enfant, c'est peut-être d'échanger avec d'autres parents, en fait, de ne pas rester dans l'entre-soi, mon enfant et moi. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, nous, au sein des associations de parents d'élèves, c'est de privilégier des temps où on peut discuter entre parents, se rendre compte qu'on rencontre finalement des difficultés similaires, des questionnements similaires, et qu'on n'est pas forcément si nul que ça parce qu'on a des questions et des difficultés, quoi. Qu'on peut, et finalement, peut-être qu'en faisant ça, on fait aussi moins poser de pression sur notre enfant, avec nos propres angoisses, et que voilà, finalement, on a aussi cette possibilité-là d'entraide entre parents. Bon, je suis obligée de mettre fin parce on dépasse fortement le temps. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois pour votre participation et pour ces échanges que j'ai trouvés vraiment très riches. Et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.